Voilà, donc le premier élément, je trouvais cette image qui m'a semblé très intéressante. Vous connaissez sûrement les tableaux de Magritte. Mais ceci n'est pas une école. Donc, en fait, un premier élément qui a créé une certaine tension ou un certain décalage, c'est le fait que on est passé d'une forme scolaire très établie, très bien établie, avec des horaires, un curriculum, une organisation entre les enseignants et les élèves bien établie sur des heures et des temps et des contenus très bien structurés, à une situation dans laquelle, en fait, chacun s'est retrouvé dans des situations différentes. Donc, il y a des élèves qui avaient toutes les conditions idéales, donc avec un dispositif, leur famille pour les accompagner, et puis d'autres personnes qui sont retrouvées à partager des dispositifs, à pas avoir assez de connexion, avoir d'autres difficultés. Donc, les premiers éléments, c'est que l'école est un environnement privilégié qui permet de développer la forme scolaire et le développement d'un curriculum, et qu'il est extrêmement difficile de reproduire l'école dans un contexte qui n'est pas l'école. Donc, ça nous amène à pouvoir repenser quels sont les apprentissages qui peuvent être faits dans un contexte d'apprentissage en famille. Et repenser également les rapports et les liens entre les enseignants, les élèves, et également ces troisième acteurs qui étaient peut-être moins présents dans l'école auparavant, qui sont les parents. Donc, les parents ont passé d'être des personnes qui, grosso modo, déposaient des enfants à l'école et qui assuraient ensuite des devoirs à la maison, à être vraiment des acteurs dans les suivis, dans la régulation des apprentissages, dans l'aide au quotidien des élèves. Et donc, on a ce troisième acteur qui sont les parents, qui ont pu reprendre une place qui était une place qui peut-être n'était pas assez forte dans les modèles antérieurs. Donc, de ce côté-là, il y a un changement dans la division du travail, dans la division de cette activité, qui est très intéressante et qui a permis déjà à beaucoup de parents de prendre davantage conscience des enjeux qui sont vécus par les enseignants au moment d'organiser donc les différentes activités. Donc, malgré cette situation de crise, je pense qu'un des premiers effets intéressants, ça a été le fait que les parents ont pu davantage s'impliquer et réfléchir et même vivre les difficultés qui représentent donc l'enseignement et l'apprentissage. Dans ces contextes, en fait, on est face à une sorte de créativité citoyenne, et ceci est en lien avec une crise qui nous réunit tous. Et bien avant cette crise liée au Covid, d'autres crises ont mis en épreuve également cette créativité citoyenne. Et là-dedans, en fait, il y a des concepts qui nous semblent clés à aborder, qui est celui de l'agentivité, hein, donc cette capacité d'être acteur dans les mondes. Donc, face à une catastrophe, face à une situation nouvelle, face à une disruption de l'organisation des activités que nous avions auparavant, il y a une opportunité qui est celle de devenir acteur d'un nouveau modèle, hein. Donc, on pourrait être s'apitoyer ou peut-être considérer voilà on ne peut plus continuer comme ça ou baisser les bras, mais toute crise est une opportunité pour redéfinir les types d'activités qui sont développées, et face à ces contextes des situations limites, cette agentivité créative peut être un élément très intéressant pour se prendre en main et apporter des solutions. Nous avons vu pendant cette période, ça a été extraordinaire, de nombreux enseignants, de nombreux parents, même des élèves et des étudiants qui ont pris en charge cette situation pour apporter des idées et aller de l'avant.
Hein. Donc, c'est cette attitude-là qui est au cœur des éléments que nous travaillons quand nous développons la compétence de créativité chez les élèves et chez les enseignants. C'est cette capacité à prendre en charge des situations pour les transformer et pour être acteur des changements. Je voudrais mettre en valeur deux enseignantes, donc une qui est à Draguignan, donc tout proche de Nice, Carole Terpero. Carole est déjà une enseignante créative au quotidien dans un contexte d'enseignement traditionnel, hein, à l'école traditionnelle. Et puis, Carole a continué, et même s'est sublimée dans sa créativité au moment d'être une enseignante à distance. Donc, ce qu'elle a fait, c'est elle a mis au défi, elle a proposé des défis créatifs en mathématiques à ses différents élèves tout au long de cette période de confinement. Ces défis se sont accompagnés d'une valorisation. Donc, elle a partagé, elle a mis en valeur les différentes créations de ses élèves. Et par ce biais-là, les élèves ont pu retrouver quelque chose qui est également très importante, qui est celle de la valorisation des productions qui sont réalisées. Donc, cette manière de transformer une activité créative qui était déjà en classe à un ensemble de défis créatifs qu'elle a menés avec ses élèves à distance est également donc une manière de montrer comment un enseignant qui a déjà une attitude créative dans son enseignement traditionnel peut faire un changement sur un contexte d'apprentissage à distance, tout en maintenant ce type d'activité et ce type de défi. L'élément clé aussi également dans cette approche-là, ça a été la communauté. Donc, elle est faite de partager, de créer autour de la communauté, de pouvoir intégrer également les familles et les personnes autour de l'école pour valoriser les différentes productions des élèves. Une autre enseignante, et là on part du côté du Québec, donc peut-être du côté du Québec, certains la connaissent, Catherine Lapointe. Donc Catherine Lapointe, tout au long du confinement, j'ai beaucoup apprécié parce que les premières réactions, ça a été une réaction de tristesse et elle a partagé ses émotions. Au lieu de faire on y va et puis on continue comme si rien n'était, il y a une première phase qui a été celle de dire c'est quand même troublant. Et puis, en tant qu'enseignante, elle a partagé également ses sentiments de détresse et de tristesse auprès de ses élèves et des parents pour reconnaître et pouvoir accompagner les difficultés qui étaient celles de rompre d'un coup une relation qui était une relation du quotidien avec ses élèves en classe. Donc, cette partage et cette reconnaissance des émotions, tant du propre enseignant comme les émotions des élèves, a été également un élément qui me semble à souligner. Au moment de préparer les retours en classe, elle a voulu également accompagner dans cet accompagnement également émotionnel et cet accompagnement dans la situation des difficultés aux élèves, dans une visée également de leur permettre de voir des positifs. Donc, par exemple, vous voyez ici, quels sont les points positifs de retourner à l'école. Donc, OK, il y a moins d'élèves, donc plus d'espace sur les bureaux, on a plus de temps à la récré, l'école est plus propre, on revoit nos amis. Donc, ça a été un accompagnement pour permettre aux élèves de pas uniquement vivre ces changements d'une manière négative, mais également repenser ce que ces contraintes nouvelles nous apportent dans la situation. Et je voudrais que je rejoins également cette point de vue parce que on a vu de plus en plus d'activités qui se sont développées à l'extérieur de l'espace des classes. Repenser les espaces de classe, repenser les ratios enseignants-élèves, c'était tous des éléments qui étaient vraiment complexes à repenser dans la forme scolaire antérieure. Et du fait qu'on est face à des contraintes, ces contraintes sont une source de créativité pour explorer des espaces qui n'étaient pas avant des espaces d'apprentissage, donc les gymnasiums, les couloirs de l'école, les espaces, la cour des récré. Il y a
tout un ensemble d'espaces qui sont remobilisés d'une manière différente et qui permettent de transformer des contraintes dans des nouvelles explorations. Également, le fait qu'il y ait moins d'élèves par classe, donc ça, cet aspect des ratios n'est pas un aspect forcément que négatif, donc forcément ça ne permet pas d'accueillir l'ensemble des élèves, mais il y a également dans cette considération du changement du nombre d'élèves qu'il peut y avoir en classe, une opportunité également d'avoir un accompagnement davantage proximal sur un petit groupe. Donc oui, on est face à une crise et face à des situations très difficiles pour intégrer des gestes barrières, pour faire respecter tout un ensemble de contraintes. Mais ces contraintes sont en train également de nous amener à penser créativement des nouvelles situations. Encore un exemple des éléments mis en place par Catherine Lapointe, donc, qui est une enseignante qui a beaucoup tenu en compte donc, les besoins socio-émotionnels de ses élèves. Et donc, quelle manière de repenser les câlins ou les faits de pouvoir se tenir ou se rapprocher des élèves. Donc, voilà une petite solution pour faire un câlin virtuel avec une certaine distance. Donc, quand les élèves ont besoin de se sentir proches, voilà, elle a mis en place par terre un élément qui symboliquement vient remplacer ces qui n'est pas une accolade, mais qui vient à symboliser une accolade. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui, au lieu d'être en disant, voilà, on ne peut plus les faire, on peut se mettre au défi de repenser, nous avons un besoin qui est un besoin de connecter, d'avoir une relation positive. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour quand même transformer cette besoin d'une manière différente les temps qu'on revienne dans une situation normale. Ok, donc vous voyez ici, donc voilà, moi je trouve c'est malgré les contextes actuels, ce sont des solutions ce sont des éléments qui apportent des solutions créatives à des contraintes qui sont nouvelles. Par rapport à ça, donc, et par rapport aux éléments que je voudrais échanger avec vous par la suite, nous avons travaillé donc maintenant depuis 5 ans donc sur des attitudes et des valeurs qui sont en lien avec ces approches créatives et techno-créatives. Et quand on pense également comment mettre en place donc cette communauté en classe qui va pouvoir répondre aux différentes contraintes, aux différents objectifs d'apprentissage d'une manière créative et coopérative, on voit donc un ensemble d'attitudes et de valeurs qui viennent soutenir cela. Donc, pour Catherine Lapointe et pour d'autres enseignants qui se développent une manière d'enseigner qui est déjà dans une visée des communautés orientées donc vers ce type de travail et de co-création ensemble. Cette transformation, c'est relativement fluide parce que ce qui a été cultivé en dessous, c'est un terreau. Un terreau, il y a un encouragement de la curiosité, un encouragement de l'apprendre à apprendre, une orientation à l'apprentissage, une sensibilité à la diversité, de l'autonomie, parce qu'il faut également, face à des contextes comme ça, c'est donner de l'autonomie et permettre d'autonomiser également les différents acteurs face à ces activités. L'initiative, donc encourager les différentes initiatives, la flexibilité, parce qu'un même objectif peut être atteint de différentes manières, et pouvoir, excusez. Oui, excusez, donc on est encore. Donc, il y a également un lien avec la créativité, donc tout un ensemble d'attitudes
Donc qui sont ces rapports créatifs au monde, de dire voilà, on est acteur, on peut avoir des situations très différentes, mais face à ces différentes contraintes, on peut se situer dans cette situation créative. Également, la tolérance à l'ambiguïté. On est dans un contexte où on n'a pas de réponse, on n'a pas de certitude, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir à la normale, on ne sait pas comment ça va impacter sur le long terme. Et face à ces situations-là, dans lesquelles voilà, on a perdu une part des certitudes qui étaient auparavant, cette tolérance à l'ambiguïté et c'est le fait de se faire confiance malgré que nous n'avons pas les mêmes certitudes qu'on avait auparavant, devient très important. On est ensemble, on est une communauté, on va pouvoir faire face parce qu'on s'est fait confiance, mais nous n'avons pas, voilà, nous n'avons pas les mêmes certitudes qui étaient auparavant. L'innovation, donc sens de l'humour, parce que c'est important de pouvoir également se moquer de soi-même, de savoir que voilà, tout ne se passe pas comme prévu. Un enfant peut apparaître dans une vidéoconférence. On a partagé une image qui n'était pas l'image qu'on devait envoyer à l'enseignant avec un devoir, mais plutôt une photo avec des amis. Il va y avoir plein de situations dans lesquelles, en fait, on va faire des erreurs parce qu'on est dans une situation nouvelle. Et le fait de pouvoir prendre avec humour et avec bienveillance ces différentes situations est également très important pour encourager tout le monde dans cette adaptation. Le fait de s'en jouer, de dire voilà, prenons ça comme un jeu, hein, donc pas à la légère, mais comme une situation dans laquelle voilà, on a des nouvelles règles, on va pouvoir s'en jouer, et tout un ensemble d'éléments qui sont des types collectifs, donc bienveillance, entraide. C'est les moments où cette entraide est davantage important pour s'assurer que tout fonctionne et que personne n'est laissé de côté. Donc, faire preuve d'entraide au sein de la communauté, au sein de la classe, au sein du groupe d'étudiants à l'université. L'interdépendance, voir que également, donc, on va dépendre des uns et des autres pour arriver à bien faire les activités. Donc, au sein des acteurs également, des parents, des familles, des élèves. Et tenir compte également de tous les aspects donc, de respect au sein de cette communauté-là. Donc, ces éléments-là sont un terreau d'attitudes et des valeurs à partir desquelles on peut être en disposition de s'orienter à des solutions créatives. Mais c'est très nécessaire parce que quand on veut faire de manière parfaite et excellente et sans erreur, on peut dépenser une énergie très importante à essayer que tout sorte parfaitement, à surplanifier, à réaliser des efforts pour éviter qu'il y ait les moindres couacs. Or, ces efforts trop importants nuisent à cette fluidité. Donc, c'est un effort de rentrer dans une démarche davantage agile dans laquelle voilà, on a organisé une activité et c'est peut-être pas passé comme prévu. On va s'améliorer, on va faire de manière différente. L'outil qu'on a utilisé ne fonctionnait pas assez bien, on n'était pas assez adapté. On va en changer vers un autre. Donc, cet rapport à l'erreur également est aussi très important dans ces contextes. Là-dedans, quand on parle de créativité, il y a différents niveaux de créativité, différents contextes et des types de supports à la créativité. Dans l'un des travaux de recherche que nous avons développés, on a essayé de dégager donc, ces différents éléments pour identifier à quel point ces différents aspects étaient tous importants. Donc, pour adopter une pédagogie créative et développer davantage la créativité dans les contextes éducatifs, il faut à la fois tenir compte de la créativité d'un point de vue des élèves et des attitudes créatives, mais également de l'équipe d'apprenants, donc au niveau de collaboratif, les attitudes de l'enseignant et comment cet enseignant met en place des activités qui engagent les élèves, les équipes d'élèves dans ce sens-là. Les environnements
physiques et dans ces contextes-là, davantage numériques, donc qui permettent d'engager les participants dans des activités créatives et pas uniquement dans des activités de transmission. Les climats dont on parlait auparavant, donc comment ces climats d'apprentissage, ces différentes valeurs et attitudes dont dispose la communauté peut être un terreau qui vient soutenir également la créativité. Les activités d'apprentissage qui peuvent être proposées et la marge créative qui sont au sein de ces activités-là, donc comment on peut engager en proposant également des activités sur lesquelles il n'y a pas une seule solution possible, dans lesquelles on peut développer différentes solutions. La situation d'apprentissage, donc de manière plus générale, et après il y a les aspects institutionnels, donc les aspects plus organisatifs, dans lesquels il faut également qu'au sein de la communauté d'enseignants, il puisse y avoir également un soutien à cette créativité. Donc à ces différents niveaux, il y a des actions et des éléments à encourager pour permettre également les développements d'une pédagogie créative. Au moment de considérer quels sont les différents types d'engagement dans une activité, on a d'un côté les aspects d'engagement cognitif, donc à quel point l'élève ou l'apprenant il est engagé dans une tâche. Donc ça peut être passif, l'élève il est juste en train d'écouter, peut-être il est en train de structurer les informations, mais en tout cas, il ne produit pas ou il n'est pas en train de reformuler. Il peut être en train de prendre des notes ou de réélaborer des éléments, donc actif. Il pourrait être en train de générer, donc être en mode constructif, ou il pourrait être en mode d'échange avec des autres, donc dans une modalité plus d'interaction. Donc ça, c'est les modèles de Key Willy. Et dans les cadres des projets co-créatiques et ensuite CréaMaker, donc nous avons également focalisé sur les usages créatifs du numérique. Donc nous avons analysé quels sont différents types d'activités selon l'engagement créatif de l'élève ou de l'étudiant. Et donc, les buts également de ces positionnements étaient de dépasser la question de numérique ou pas numérique pour qu'on se situe dans une question d'après, qui est celle de quel type d'activité avec le numérique. Donc, on ne peut pas dire que l'écran est bon ou mauvais, parce que ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec l'écran. De la même manière qu'avec un crayon, on peut faire des merveilles ou on pourrait faire du mal à quelqu'un. Donc, ce n'est pas une question que d'outils, c'est une question d'activité qui est proposée aux apprenants. Et donc, face au numérique, on pourrait être juste en phase de faire de la consommation passive. On est en train de regarder un contenu sur YouTube, lire des documents. Okay, donc, on reçoit des ressources et donc on est dans une consommation ou une réception des ressources. On peut être dans un contexte de consommation interactive, donc on est face à un mini-jeu, il y a quelques réponses, on peut cliquer ci ou là, mais grosso modo, les interactions potentielles avec cette ressource numérique, elles sont déjà prédéfinies, on ne peut pas aller plus loin. Mais on peut également engager donc les apprenants dans des activités de création de contenu, ça soit de manière individuelle, ça soit en équipe, ou ça soit de manière participative. Et donc, la différence entre la co-création en équipe et la co-création participative, c'est le fait d'engager au-delà de la classe. Donc, c'est par exemple des élèves qui ont pour objectif de proposer une solution pour mieux réguler les trafics dans une zone de leur ville qui est problématique. Et donc, face à cette situation, ils n'ont pas simplement mobilisé les ressources qui sont celles de la classe, ils ont allé enquêter aussi auprès des experts à l'extérieur. Quand on pense à un projet de type Saventurier, c'est ce type de co-création participative. Il y a des experts à l'extérieur de la classe et il y a un passage des frontières entre les élèves et l'équipe d'élèves qui sont
dans l'école ou dans l'université. Et il y a une co-création qui est faite avec l'expertise des personnes à l'extérieur, donc qui sont faites avec la communauté. Et là-dedans, il y a tout un travail intéressant à réaliser qui est celle de comment on peut, par les biais des activités d'apprentissage qui sont réalisées tant à l'école comme à l'université, être au service de nos communautés. Ça porte le nom d'apprentissage service et est assez développé donc dans des contextes nord-américains. Et cet apprentissage service, c'est que la communauté nous renvoie un besoin. Donc, une telle association rencontre telle difficulté ou voudrait transformer la manière d'organiser une activité. Et puis, cette problématique, elle arrive en classe et elle fait l'objet d'un projet interdisciplinaire auquel les élèves ou les étudiants donnent réponse. Donc, ce n'est plus un travail qui est fait juste pour montrer qu'on a appris et qui va rester dans un coin ou dans un portfolio des côtés. C'est vraiment le fait que l'école ou l'université deviennent des acteurs créatifs au sein de la communauté et que la communauté puisse questionner et engager des apprenants pour apporter des solutions. Et face à cela, il y a tout un ensemble de défis sociétaux donc, que nous adultes, on n'a pas réussi à résoudre autour des développements durables, autour des défis d'équité, autour des défis d'intégration, autour des défis d'également valorisation de la diversité. Et tous ces éléments, ce sont des problématiques sociétales sur lesquelles il y a la possibilité également que l'école, les collèges, quand on parle d'école primaire ou secondaire, mais également l'université, puissent être acteurs dans la société des solutions. Et donc, c'est dans cette optique-là que l'intégration de certaines activités, des types projets, des co-créations participatives peuvent être intéressants pour développer justement cette agentivité co-créative. Donc, il ne s'agit pas du tout de remplacer, de faire que ça. Donc, ça doit être des activités relativement limitées. On doit quand même apprendre des connaissances disciplinaires qui nécessitent donc d'être acquises, d'être acquises telles quelles. Mais il faut également des moments ou des projets qui puissent également engager les apprenants dans une démarche de co-création participative des solutions si nous voulons développer une citoyenneté dans laquelle, face à des crises, et ces crises risquent d'être de plus en plus courantes, pas uniquement sanitaires, mais également climatiques ou autres, pour développer donc justement cette agentivité co-créative face aux défis qui nous attendent. Donc, pour synthétiser ces éléments, les gouvernances, c'est un des aspects qui sont très différents d'un système éducatif à un autre et qui peuvent être un facteur favorisant ou parfois un facteur contraire à cette approche d'agentivité. Être agent, ça veut dire être en responsabilité de pouvoir changer. Et donc, c'est là où les leaderships pédagogiques, ou en tout cas la capacité d'accompagnement également des directions, doit pouvoir être encourageante. Donc, si les directions apportent des solutions et que ces solutions sont déjà juste à appliquer, il y a peu de marge pour qu'ils puissent émerger des solutions. Donc, il y a un ensemble d'éléments également à pouvoir encourager. C'est le fait de travailler davantage en communauté. Donc, pouvoir encourager les initiatives
qui puisse émerger des différents acteurs et pouvoir également soutenir le fait qu'il y ait des idées qui soient proposées et pouvoir les accompagner. Donc, je pense que cet élément-là est un élément clé et du côté en tout cas, dans la formation à l'INSPE, un des éléments sur lesquels, en tout cas, au moment de travailler avec les futurs enseignants, me semble très important, c'est qu'au fait, parfois, ils perçoivent les métiers comme étant un métier dans lequel il y a comme un cahier de charges à dérouler, quand en réalité, il y a une marge créative incroyable. Donc, être en disposition de l'avoir et d'agir en lien avec cette marge est très importante. Donc, il y a aussi une idée de conception, comment on conçoit les métiers, qui est également à considérer parce que la capacité d'action des différents acteurs, elle est énorme. Et elle est très importante aussi bien en France que dans d'autres pays. Et donc, les enseignants qui s'emparent de cette marge créative arrivent tout en respectant toutes les contraintes à être force de proposition. Il y a beaucoup à faire. Il y a toujours des personnes, soit dans le propre établissement, soit dans un autre établissement, prêts à collaborer sur des projets. Et donc, cette capacité d'agir de manière créative, je pense qu'elle est très forte, mais qu'on doit pouvoir davantage l'exprimer, davantage permettre aux enseignants de sentir qu'ils ont ces pouvoirs-là. En fait, il y a l'effet également des temps d'échange et de pouvoir connecter à cette communauté qui sont importantes. Mais je pense que derrière, il y a tout ce qui sont ces valeurs et ce terreau de créativité. C'est à quel point l'appartenance, l'effet de sentir qu'au sein d'une communauté, on va pouvoir s'exprimer et être soutenu. Donc, il y a tous des éléments qui relèvent des attitudes et du climat d'équipe. Donc, en créativité, il y a toutes des études autour du climat. Donc, quels sont les facteurs qui favorisent ces climats de créativité qui sont des éléments qui encouragent cet agir créatif ensemble. Donc, quand on pense aux recherches, donc c'est les faits qu'il y a un climat positif au sein d'une équipe, qu'il y ait une tolérance aux erreurs, donc le fait que on n'est pas pénalisé ou moqué ou qu'il y a vraiment une valorisation des propositions et les faits également qu'il y ait une fluidité dans la communication. Donc, je pense qu'il y a ces éléments-là. Il y a actuellement, peut-être parmi les tensions actuelles dans les systèmes, c'est le fait que les enseignants, comparé à d'autres pays, en France, il y a peu de temps partagé entre enseignants et des temps de partage. Donc, ce qui est au Québec existe en termes de journées pédagogiques qui sont assez régulières, n'existent pas dans les systèmes français. Donc, du coup, il y a des écoles ou des établissements dans lesquels les enseignants se retrouvent et puis ils arrivent à bien pouvoir travailler ensemble, mais il y a d'autres contextes dans lesquels l'établissement est trop large, l'établissement n'arrive pas, et puis les collègues n'arrivent pas à se parler. Il y a tout un élément qui est comment au sein d'un établissement on arrive à trouver les temps et les lieux pour échanger, pour se permettre de développer ces côtés communauté. Pédagogie créative, pédagogie active. Donc, pédagogie active, ça regroupe un nombre très large d'approches. Et effectivement, on peut considérer que la pédagogie créative fait partie d'un type de pédagogie active, donc que ça s'encadre dans cette orientation de pédagogie active. L'élément qu'on a vu qui nous semblait limitatif quand on parle de pédagogie active, c'est que les nombres d'activités qui sont derrière de pédagogie active sont très importantes. Donc, au-delà d'actifs, ce qu'ils ont fait chez Willy depuis 2014, et puis ça a beaucoup continué par la suite dans de nombreuses études, ça a été d'aller plus loin dans ce qu'on considère actif pour bien distinguer différents niveaux
d'actif. Qu'est-ce qu'on considère actif? Actif, est-ce que c'est simplement reformuler? Est-ce que ça va être à construire? Est-ce que ça va être à faire un changement conceptuel au sein d'une équipe? Donc, il y a cette visée d'aller plus loin que la catégorie pédagogie active où il y a un sac énorme d'activités qui sont dedans pour viser de manière plus spécifique concrètement qu'est-ce qu'on considère actif. Et donc, d'un point de vue cognitif, chez Willy, ils ont séparé déjà 3 niveaux d'activité pour dire, voilà, au sein d'actifs, on peut quand même sous-distinguer actif, constructif, interactif. Et plus spécifiquement, dans les usages créatifs du numérique, nous, on a voulu préciser davantage par rapport à également qu'est-ce qu'il faisait concrètement l'élève. Donc, est-ce qu'il était juste en train de jouer sur une application ou autre, donc interactif? Est-ce qu'il construisait du contenu? Est-ce qu'il construisait du contenu avec d'autres élèves ou de manière participative. Donc, je pense que ce besoin d'aller plus loin que simplement pédagogie active est important. Après, sur les côtés curriculum, il est tout à fait possible d'envisager la créativité au niveau du curriculum, et on parlait justement avec Anne Demester, une des spécialistes en approche par compétences, qui considérait justement qu'au moment de construction des maquettes, au moment de construction des référentiels de compétences, il y a un travail très intéressant et créatif à celui de repenser les programmes comme étant une activité créative, hein, donc cette processus d'articulation des maquettes. Et après, je dirais qu'il y a un autre élément qui est celui de rendre les parcours davantage flexibles, notamment au niveau universitaire, qui est en train d'arriver en France. Je ne sais pas si on peut parler plutôt de créativité ou davantage de flexibilité, mais celui de permettre à l'étudiant de ne pas prendre un programme uniquement un bloc, mais d'avoir un cœur de programme qui est voilà, une partie tronc commun, mais à pouvoir également customiser selon différentes options son parcours. Oui, il y a des contraintes, donc il y a des éléments dans tout système qu'on ne peut pas changer. Donc, il y a des contraintes à articuler, mais au sein de ces contraintes-là, il y a quand même une marge qui est importante. Et donc, parfois, quand on pense à tout ce qui doit être travaillé donc dans un programme, on pourrait se retrouver aussi avec la tension de dire, voilà, les temps est trop limité, déjà tout ce qui doit être travaillé ne peut pas donner, en fait, ne nous donne pas des marges pour faire des activités qui seraient différentes. Et donc là, on a une des tensions typique de tous ces projets-là, et on les voit notamment au niveau de l'enseignement secondaire au niveau des différents pays, c'est qu'il y a une telle pression des contenus du curriculum dans les différentes matières qui fait que trouver les espaces-temps pour intégrer des activités davantage interdisciplinaires ou des activités qui vont travailler ces contenus mais d'une manière différente est un défi à relever. Et malgré tout, je dirais, il y a partout, même dans les systèmes les plus contraignants et dans les écoles parfois les plus structurées, etc., des enseignants qui arrivent à trouver des moyens de travailler autrement. Donc, il est certain, on peut pas ignorer toutes les contraintes qu'on a, mais à l'intérieur de ces contraintes, il y a toujours la marge de travailler à plus petite échelle ou sous différentes formes ces différents éléments. Et après, il y a l'autre élément qui est celui de l'agentivité au niveau de la transformation, c'est qu'un curriculum, ça reste une construction sociale. Et donc, quand il y a eu des groupes de pression pour changer les curriculums parce qu'un ensemble d'enseignants dans un domaine considérait qu'il fallait apporter des changements, il y a également des actions qui sont celles d'aller proposer des changements à ces contraintes-là, donc de négocier. Un exemple très concret avec des étudiants.
il y a des étudiants, on peut leur dire, voilà, donc dans ces cours, vous allez produire, vous allez produire un petit programme, un mini-jeu, en programmation. Il y a ces étudiants qui prennent la consigne telle quelle, et c'est la plupart, et qui vont simplement dire, est-ce que ça serait conforme, faire comme ci ou faire comme ça. Là où je trouve très intéressant sont ces étudiants qui viennent négocier les consignes. Donc, on va pas forcément dire oui, mais qui disent, ah, mais est-ce que je pourrais faire ça de cette manière-là, ou plutôt que d'utiliser tel outil, je pourrais utiliser tel autre. Ces étudiants-là sont en train de démontrer qu'ils comprennent les contraintes, mais également ils se proposent de les négocier. Et donc, cet élément de négociation des contraintes est également un élément qui est intéressant. Donc, considérer quelle est notre marge créative à l'intérieur des contraintes, mais ensuite, également penser quelles sont les négociations des contraintes qu'on peut développer.